Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse 1%, c'est pas rien. On savait que les Américains avaient mal réagi à la séance précédente avec notamment Nvidia qui a perdu énormément de terrain. Vous pensez à 300 milliards de capitalisation évaporée en une séance pour Nvidia. Le CAC 40 fait écho à cela aujourd'hui et gap. Alors c'est une baisse, mais une baisse avec gap, c'est toujours plus important et plus significatif qu'une baisse sans gap. Et ça, c'est d'autant plus significatif que ça apparaît sur une zone de résistance. Ici, on y reviendra un petit peu plus tard. Les gaps peuvent être des gaps de rupture. Les gaps de rupture, ça veut dire que ça met fin à la tendance précédente. En l'occurrence ici, on avait une tendance haussière. Si c'est bien un gap de rupture, eh bien, ça veut dire que la tendance haussière aurait vécu. Alors attention, une tendance haussière qui aurait vécu, ça ne veut pas forcément dire une tendance baissière. La plupart des gaps et la plupart des tendances haussières débouchent sur des latéralisations et pas, contrairement à ce qu'on pense quand on débute, sur des tendances baissières. Vous savez, il y a trois tendances: haussière, baissière, latéralisation. Et il faut savoir que la tendance à plat, la latéralisation, est la plus fréquente des tendances. Autrement dit, quand on pense tendance, vous devez penser latéralisation plutôt que l'inverse de la hausse ou l'inverse de la baisse. Ok. En tout cas, dans l'immédiat, la possibilité d'aller chercher l'autre gap reste complètement ouverte, et je sais, pour avoir lu des messages sur des commentaires sur mes vidéos, que certains visent ce gap là. Pourquoi pas, hein, c'est pas complètement illogique. Et comme il y a eu beaucoup de messages intéressants qui ont été mis en commentaire de ma vidéo YouTube ou alors sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous revenir sur ça parce que c'est extrêmement pédagogique également quand vous débutez de voir ce genre de questions. Alors, ça commence par un commentaire. Salut Trado, tu dis qu'il faut acheter mais qu'en même temps c'est une excellente configuration pour shorter, je comprends plus rien. Écoute, Jimmy, ce que tu dois comprendre, et c'est valable pour tout le monde, ok, quand on débute l'analyse technique et le trading, il faut d'abord se départir de l'idée sur laquelle on est dans un jeu de divination, et on doit s'éloigner de l'idée sur laquelle l'analyse technique et le trading correspondent à des sciences exactes. Ce sont des sciences molles, ce sont des sciences humaines. Les marchés correspondent à des agrégations de millions, voire de milliards de petits trades, de transactions, etc., etc. On n'est pas sur une science dure. Okay. On peut très bien être à un moment acheteur et à un autre moment vendeur. S'il y avait un accord entre les participants, la bourse n'existerait pas. La bourse existe parce que certains pensent que ça va aller plus haut alors que d'autres pensent que ça va aller plus bas. Et à partir de là, on peut très bien avoir un scénario haussier et un scénario baissier, en particulier parce qu'on peut être haussier pour la prochaine journée et baissier pour la prochaine semaine, etc. Donc ça, malheureusement, il faut vraiment se départir de ça. Hein. Deuxième chose, Arsekati qui dit il y a un SAR haussier en hebdomadaire et un SAR baissier, enfin un SAR haussier en mensuel. Mais de manière générale, vous savez, quand vous avez le SAR qui est haussier sur une unité de temps et un SAR qui est baissier sur une autre unité de temps, il faut savoir que la règle générale, c'est que c'est pas la queue qui remue le chien. La règle générale, c'est que les unités longues s'imposent aux unités courtes. La règle générale, c'est que la marée vous permet d'avoir plus de puissance que la vague ou le clapot. Okay, même si c'est pas toujours vrai et que sur un micro mouvement, eh bien la vague peut vous emmener plus loin que la marée. Lorsque l'on regarde globalement, il vaut mieux être dans le sens de la marée que dans le sens de la vague, et dans le sens de la vague plutôt que dans le sens du clapot. Donc même si, encore une fois, vous l'aurez compris, il n'y a aucune garantie sur ce coup, si il faut toujours privilégier, lorsqu'on veut faire de l'analyse technique, je ne parle pas de trading, je parle de deviner où vont les cours, eh bien il faut toujours privilégier la grande image à la petite, et la scène globale au trou de serrure pour regarder. Okay, c'est une règle, encore une fois, générale. Alors c'est JP qui disait les patterns à deux chandeliers demandent d'attendre la troisième bougie pour validation. Alors oui, c'est vrai, c'est-à-dire que plus, mais vous allez comprendre, j'essaie pas d'être ironique ici, j'essaie d'être pédagogique, ok. Il vaut mieux attendre 3 bougies que 2 bougies pour savoir où on va, et il vaut mieux parier à 5 minutes de la fin du match qu'au début du match. Ok, naturellement, si on veut être sûr de l'issue de quelque chose, plus on attend le moment fatidique, plus on a de chances d'avoir raison. Le problème,
c'est que quand on veut gagner de l'argent, il ne faut pas simplement faire de l'analyse technique, mais il faut également faire du trading. C'est-à-dire que savoir où on va, c'est un truc d'analyse technique. À titre personnel, je suis payé pour savoir où vont, enfin, je parle professionnellement, je ne parle pas de ce que je fais dans les vidéos, c'est du trading essentiellement, mais professionnellement, je suis payé pour dire, ok, ça devrait monter, ça devrait baisser. Mais si on parle de trading, ça ne suffit pas, ou du moins, c'est plus et moins compliqué. Si vous attendez, comprenez bien, si vous attendez d'avoir une confirmation de quelque chose pour acheter, par exemple, ce que vous devez comprendre, c'est que votre stop de protection, il s'éloigne d'autant. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous attendez 2, 3, 4, 5 bougies pour être sûr que l'on va quelque part, le niveau d'invalidation s'éloigne d'autant plus et votre stop de protection s'éloigne d'autant plus. Et donc du coup, vous aurez peut-être raison, mais le potentiel de gain sera faible par rapport ou dégradé par rapport au potentiel de perte déterminé par le stop de protection. Je vais prendre un exemple, mais encore une fois qui n'a rien à voir, qui est simplement pour schématiser. Ok ? Imaginons que vous décidiez d'acheter ici, parce que vous pensez pour une raison ou une autre que c'est le bon moment. Vous pouvez mettre votre stop de protection là. Ok. Maintenant, imaginons que vous disiez que vous attendez un autre signal ou 3 bougies vertes ou un indicateur technique, n'importe quoi, et que vous rentriez là. Le problème, c'est que vous passez, je schématise, d'un stop de protection à 2,4% à un stop de protection à 6%. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez perdre davantage, parce qu'il suffit de réduire la position pour perdre autant pour un stop de protection donné, mais par contre, vous allez moins pouvoir charger la mule, par exemple, vous allez pouvoir devoir miser plus petit. Donc tout se paye. Et le fait d'attendre 3 bougies pour confirmer une configuration à 2 bougies s'explique quand vous voulez être sûr de savoir où ça va, entre guillemets. Mais quand on fait du trading, il faut faire la part des choses et regarder les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies avant d'attendre la confirmation et la confirmation de la confirmation. C'est très important. L'analyse technique et le trading, ce sont 2 activités différentes. J'aimerais également revenir sur un autre message qui est intéressant. C'est celui-là. Celui-là, le break. Alors, 1000 excuses. Sur ma vidéo YouTube, j'ai eu au moins 5-6 messages de followers beaucoup plus réactifs que moi qui ont vu que j'ai laissé passer le Fuel Break. C'est honteux quand on sait que le Fuel Break, franchement, c'est un de mes outils préférés. J'ai regardé, regardez ici. Ça, c'est issu de l'almanach, enfin des fiches pratiques que vous avez acquis avec lors de la dernière opération spéciale. 78% de succès depuis 2016 après un premier bloc rouge, d'avoir un deuxième bloc rouge. Et si on regarde le CAC 40, ce que j'ai laissé passer, justement, c'est le Swell and Break. Bravo à tous ceux qui l'ont vu, mais sur la séance précédente, vous aviez un premier bloc rouge ici, et on avait donc, depuis 2016, 78% de chance pour que le prochain bloc soit rouge. Autrement dit, celui qu'on vient de manger, là, si vous me passez l'expression. Je ne l'ai pas vu, et c'est d'autant plus coupable que c'est également ce qu'on trouve sur le marché américain. Le SP500 est déjà sur un régime de Swell and Break, et le Nasdaq est depuis un moment sur un régime de Swell and Break. Autrement dit, il était plausible statistiquement que ça continue de baisser sur les marchés américains, et donc par sympathie, j'ai envie de dire pareil pour le marché français. Et je suis désolé, je l'ai pas vu. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je regarde ce genre de choses, mais je l'ai pas vu. Bravo à vous parce que vous l'avez vu. Et la dernière, justement, je reviens sur ce qu'il disait JP, c'est que quand on regarde le Swell and Break, ça peut vous aider pour des stratégies. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pas pour des raisons, j'en parle pas pour rien. Les derniers blocs verts étaient petits, c'est ce qu'il dit JP. Donc du coup, c'était facile de clôturer plus bas que les 3 derniers blocs verts, puisqu'un nouveau bloc vert se dessine lorsqu'on fait un plus bas de 3 derniers blocs. Là, par exemple, on a clôturé plus bas que le 3e bloc. Là, on a clôturé plus bas que le 3e bloc, etc. Bon, là où on a clôturé plus haut que les 3 derniers blocs. Bref, ça s'appelle le Swell and Break. Vous savez que j'adore ça. Et plus les blocs sont petits, plus il est facile, en gros, de parcourir la distance
pour aller faire une inversion de tendance, ok? Donc c'est ça qu'il disait JP, et je crois que c'est terminé pour les choses qui ont été posées sur les commentaires, et elles étaient très intéressantes, je le répète. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah non, ici, c'est Victor qui dit attention, on a buté sur le nuage. Alors là aussi, j'en parle pas beaucoup parce que même si j'utilise l'Ishimoku, notamment pour le twist, etc., je l'utilise pas énormément. Je suis pas un puriste de l'Ishimoku. Et il dit attention, on a buté sur le nuage. C'est vrai que les traders Ishimoku utilisent le nuage comme une zone de support et de résistance. Zone de support, zone de résistance ici. Et on peut coupler ça. Zone de support, ok, bon, rien ne fonctionne parfaitement, hein, faut pas se faire d'illusions, même si c'est comme ça, effectivement, ça a l'air très, très excitant. L'idée c'est que lorsque l'on arrive sur la zone de nuage et qu'en même temps vous avez un signal qui est donné par le RSI qui qui passe au-dessus, en dessous de la zone de neutralité, c'est un signal, c'est un système de trading, hein, je vous le montre ici. Donc l'idée c'est que vous avez la zone de neutralité qui est à 50, quand c'est au-dessus c'est bien, quand c'est en dessous c'est pas bien, quand c'est au-dessus c'est haussier, quand c'est en dessus c'est baissier, et l'idée c'est d'utiliser ça plus ça comme signal avec le filtre du nuage justement. Et là il dit Victor attention, on va passer en dessous de 50. Je vous dis ça parce que encore une fois, pour la énième fois, ça pourrait vous aider dans votre stratégie. Bon, oulala, 11 minutes, bon allez, j'ai dit l'essentiel. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, tout naturellement, c'est compliqué, mais je pense toujours que la stratégie la plus simple, c'est de considérer qu'on s'amuse à se faire peur, mais qu'on n'ira pas en dessous des plus bas et qu'on n'ira pas en dessous de la zone grise. On a l'Ishimoku, justement, le twist du nuage qui donne un signal haussier. Bref, tout porte à croire que normalement on devrait monter. Donc l'idée, c'est d'attendre que ça baisse un petit peu, acheter. Allez, on va dire qu'on arrive là, que vous visez le gap. On attendait qu'on arrive sur le gap, on parie sur un retour sur les plus hauts, stop de protection sous les plus bas, vous avez un ratio gain-risque de supérieur à 1. Si vous êtes baissier, c'est ce dont on a parlé hier, hein. Si vous avez adopté un trading de type systématique, mais subjectif, discrétionnaire, vous dites voilà, il y a une résistance, je parie que ça passera pas, no passaran comme dit l'autre, on parie sur... Alors maintenant c'est trop tard pour viser le gap, puisque vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1, enfin inférieur à 1. Mais bon, si vous visez par exemple si vous attendez un retour sur les plus bas ici, là, ça commence à redevenir intéressant aussi. Voilà, vous avez un ratio guérison de 1,3. Je ne vous prends pas plus de temps, J-3 avant l'annonce importante que j'ai à vous faire ce week-end. À demain pour la mise à jour, plein de choses qui vous attendent sur les communautés de la chaîne YouTube.